présentation et à ces échanges. Alors, comme le disait Mehdi, c'était une rencontre en 2 temps. D'abord, cette présentation du guide des initiatives associatives qui va apparaître, et puis la présentation des Valdec. En fait, c'est un tout, c'est un ensemble pour nous. Pour être tout à fait honnête, la 2e édition des Valdec devait avoir lieu en 2020. Et puis, la crise sanitaire nous a conduit à nous interroger sur la pertinence de mener ça à ce moment-là, un moment où beaucoup d'associations étaient soit arrêtées, soit sur le pont pour faire face à de nouvelles actions, à des demandes en pleine transformation et obligées de modifier leurs pratiques. Et on s'est dit qu'il était sans doute plus pertinent d'aller chercher nous-mêmes ces pratiques et d'en rendre compte modestement, au travers du guide qu'on va vous présenter, enfin du guide, des pratiques qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et on a décidé de reporter la 2e édition des Valdec à un moment qu'on espérait plus calme. Alors, c'est maintenant. On est quand même dans une situation un peu moins compliquée qu'on l'était il y a quelques mois. Mais je dis que ce sont les mêmes faces d'un projet, parce que notre souhait, c'est vraiment de rendre visible toute cette dynamique associative et tout ce qui se passe au sein même des associations. Il y a évidemment les projets que les associations portent vers leur public, mais il y a aussi tout ce qu'elles font en interne pour adapter leurs pratiques, pour faire vivre l'engagement en leur sein, pour développer des coopérations. Et ça nous paraît particulièrement important de le rendre plus visible que ça ne l'est. Puisque nous, autour de la table, autour de l'écran, souvent on le sait, on sait tout ce qu'est cette capacité d'innovation interne et d'adaptation et de transformation qui est au cœur des associations, mais on en parle souvent moins que des actions que les associations mènent directement vers les publics. Donc voilà, c'est bien l'objet de cette rencontre et l'objet des démarches qu'on mène, que ce soit avec ces initiatives présentées ou avec l'appel à candidature des Valdec qu'on lance et la remise des prix qui s'en suivra, de mettre en lumière toute cette énergie, toutes ces dynamiques associatives. Avant de terminer, je veux juste remercier les partenaires qui nous soutiennent dans ces démarches-là. Ce n'est pas si courant parce qu'en fait, voilà, c'est sans doute plus facile de soutenir des initiatives et des actions pour des causes. Nos partenaires sur les Valdec comme sur le guide choisissent aussi de soutenir les dynamiques associatives et ce que font les associations en leur sein. Donc, merci au FONGEP, à Quorum, à Exopé, au groupe UP, à la NCT, à la DGEFP au ministère du Travail et à la JABA au sein du ministère de l'Éducation nationale et à Juris Association pour leur soutien continu sur ces démarches-là. Et Mehdi, je te rends la parole pour la suite et pour les présentations. Alors, merci Frédéric. Comme évoqué, donc, on a réalisé un guide qui recense et qui présente une vingtaine d'initiatives associatives réalisées et du coup mises en œuvre durant la crise sanitaire. Comme l'a très justement dit Frédéric, l'objectif de ce guide, c'est bien de montrer la richesse et la diversité de ces initiatives qui ont été mises en œuvre durant cette période, mais c'est également l'idée de valoriser le rôle essentiel qu'ont eu les associations et le tissu associatif sur les territoires pour répondre aux besoins générés par la crise sanitaire. Donc, ce guide s'articule en 2 étapes. On a une première partie dans un livret introductif où on revient un petit peu sur finalement l'action des têtes de réseau associatives durant la crise sanitaire. Donc, les têtes de réseau, qu'il s'agisse de fédérations, d'unions, de coordination, etc., qu'elles soient nationales ou territoriales, elles ont joué un rôle non négligeable durant la crise sanitaire. Et notamment, elles ont accompagné leurs membres dans le décryptage des mesures juridiques, administratives. Elles ont communiqué sur les aides publiques ou encore fait remonter, dans le cadre de leur mission de plaidoyer, les besoins et les problématiques des acteurs associatifs. Donc, sur votre écran, vous avez un exemple et un panel d'initiatives qui ont été mises en œuvre par des têtes de réseau associatives nationales. Donc, vous avez par exemple le Comité national olympique et sportif donc, qui agit dans le domaine sportif, qui a réalisé un site qui référence l'ensemble des clubs fédérés de France pour faciliter le lien entre les clubs sportifs et leurs adhérents. Vous avez également la COFAC, donc, qui est une tête de réseau dans le champ culturel,
qui a publié un guide sur le vote électronique pour les associations et à destination donc, des acteurs associatifs. Enfin, voilà, vous avez tout un tas d'initiatives qui ont été mises en place et que je vous invite à découvrir dans le livret introductif de ce recueil. Alors, les initiatives présentées dans ce recueil, elles s'articulent, elles ont 4 entrées, 4 thématiques. Donc, la première, c'est on a appelé ça répondre à l'urgence. Donc, il s'agit de toutes les initiatives qu'on visait à apporter des réponses aux besoins de première nécessité de personnes en situation de précarité. Donc, concrètement, il s'agit de toutes les actions autour de la création, de la distribution de matériel sanitaire ou encore alimentaire. Vous avez une catégorie lutter contre l'isolement. Donc, il s'agit de toutes les actions qui visent à proposer un soutien relationnel à des personnes isolées ou vulnérables. Donc, concrètement, c'est toutes les actions qui visent à soutenir, informer, accompagner les personnes en situation de grande précarité sociale ou encore économique. Vous avez une catégorie maintenir le lien, avec l'idée de mettre en place des actions pour conserver ou entretenir le lien, même à distance, avec ses salariés, ses bénévoles, ses adhérents, enfin toutes les parties prenantes internes à l'association. Et donc là, il s'agit d'outiller ses membres et notamment ses salariés sur le travail à distance, la création d'actions pour conserver le lien, etc., etc. Et vous avez une dernière thématique, une dernière porte d'entrée dans ce recueil, qui est ce qu'on a appelé encourager les solidarités. Et pour le coup, c'est toutes les actions qui visent à favoriser les solidarités de proximité, la sensibilisation du grand public à des problématiques générées par la crise sanitaire. Donc, ça peut être des actions de sensibilisation à certaines problématiques, qu'elles soient liées à certaines difficultés rencontrées par un certain type de personnes ou encore les conséquences les conséquences environnementales associées à la crise sanitaire, etc. Et c'est plein d'actions de sensibilisation et d'entraide en lien avec les besoins et les conséquences associées à la crise sanitaire. Donc, voilà un petit peu les 4 portes d'entrée, si vous voulez, de ce recueil. Et, excusez-moi, sans plus tarder, pour illustrer ce recueil, je vais laisser la parole à nos 4 intervenantes et on va commencer par Laura Bouvon, qui est chargée de mission à l'Union régionale pour l'habitat des jeunes Occitanie et qui a mis en place une initiative pour permettre l'accès à l'alimentation pour les plus jeunes et les plus précaires. Laura, si vous voulez, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter une action sur l'accès à l'alimentation. Donc tout d'abord, vous présenter très rapidement notre association, l'Union régionale Habitat Jeunes Occitanie, est donc une association régionale qui a pour mission de favoriser l'accès des jeunes au logement et plus largement à l'autonomie et l'émancipation. Adhèrent à notre association, donc des associations locales qui portent des réponses avec ces mêmes missions, notamment par le biais de résidences habitat jeunes, qu'on appelle aussi réglementairement parlant des foyers jeunes travailleurs. Donc ces résidences habitat jeunes ont pour objectif d'offrir un logement aux 16-30 ans, logement meublé avec des entrées et des sorties rapides pour répondre à leurs besoins de mobilité, mais aussi des résidences qui proposent une équipe, au travers de laquelle sont présentes une équipe socio-éducative qui sont là pour accompagner des jeunes sur différentes problématiques de santé, de citoyenneté, d'accès aux droits, et donc beaucoup d'autres enjeux. Pendant la crise sanitaire, certains jeunes se sont retrouvés dans des situations vraiment de difficultés liées à l'emploi, où ils ont perdu soit des contrats courts qui ne se sont pas renouvelés, soit des intérimaires qui ont simplement perdu leurs revenus. Et donc, dans les résidences habitat jeunes, les équipes socio-éducatives ont identifié comme difficulté l'enjeu premier d'accès à l'alimentation. Donc, ils nous ont fait remonter ces difficultés et nous avons, dans le cadre d'un appel à projet régional de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, répondu à cet appel à projet en ce sens. Et donc, 5 associations réparties sur 5 départements différents ont été lauréats de cet appel à projet pour permettre aux jeunes les plus en difficulté de bénéficier de colis alimentaires gratuits, mais également d'ateliers cuisine pour permettre de cuisiner ces colis alimentaires de manière équilibrée. Donc, chaque association a organisé un petit peu ce dispositif de manière différente. Certaines sont allées chercher directement les colis alimentaires auprès d'associations caritatives.
la Banque alimentaire, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur ou d'autres associations locales, hein. Et ensuite, on distribuait ces colis aux jeunes qui avaient été préalablement identifiés par les équipes éducatives des résidences. D'autres associations ont plutôt fait le choix d'accompagner les jeunes directement dans les épiceries solidaires, les accompagner pour se familiariser avec les lieux, pour se familiariser avec le personnel également qui travaille sur place, et puis pour assurer un soutien s'ils avaient des difficultés dans le choix des aliments qu'ils pouvaient prendre dans le cadre de ces colis gratuits. Et ensuite, certaines associations ont également développé des épiceries solidaires directement dans les résidences. Chaque association a ensuite organisé des ateliers cuisine à peu près une fois par semaine pour ces jeunes et pour d'ailleurs l'ensemble des jeunes qui souhaitaient bénéficier de conseils, notamment avec une diététicienne, sur comment apprendre à cuisiner ces produits frais et simples. Au total, hein, le bilan, puisque c'est une action qui s'est déroulée sur une année, c'est 5051 colis qui ont été distribués aux jeunes les plus en difficulté, et donc ça représente environ 330 bénéficiaires. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est beaucoup plus que ce que nous avions imaginé et anticipé dans la réponse à l'appel à projet. Peut-être un point de vigilance qui est que ces financements ont été donc des financements liés à un appel à projet, donc c'est ponctuel, c'est pour une année. Pour autant, les jeunes, même s'il y a une reprise économique et certains ont retrouvé un emploi, beaucoup sont toujours dans une situation très précaire. Donc, certaines associations ont fait le choix de maintenir soit les épiceries solidaires au sein même des résidences, soit de maintenir ces colis alimentaires gratuits pour les jeunes les plus en difficulté, en allant chercher des financements auprès d'autres partenaires ou tout simplement en finançant ces colis sur les fonds propres de l'association. Voilà l'action qui a été menée pour répondre à l'urgence donc dans le cadre de la crise sanitaire. Merci beaucoup, Laura, pour ce témoignage. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Janine Chapeau, directrice de Léo Lagrange Formation et qui a mis en place des initiatives pour justement former les salariés à poursuivre leur activité professionnelle. Janine, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? J'ai toujours... Très bien. Oui, ok. Bonjour, bonjour à tous et toutes. Alors, oui, en ce qui concerne donc deux petits mots de Léo Lagrange. Léo Lagrange est une fédération d'éducation populaire qui, en son sein, œuvre à travers trois métiers, les métiers de l'animation, les métiers de la petite enfance et les métiers de la formation. Donc, je suis moi-même à la tête de la branche de la formation et c'est à ce titre-là qu'aujourd'hui je témoigne puisque nous avons Léo Lagrange Formation, c'est un réseau d'organismes de formation, de 7 organismes de formation implantés sur le territoire qui œuvrent en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des publics dits être en difficulté et en tout cas œuvrent dans le sens où la formation est un levier d'émancipation et d'inclusion sociale et professionnelle à travers différents dispositifs que nous menons sur l'ensemble du territoire. Alors, dans le cadre de la crise sanitaire, en fait, nous avons été confrontés, comme tout le monde, je pense, comme beaucoup d'entre nous, à 95% de nos activités qui étaient soit fermées, soit suspendues, qu'elles soient dans le champ de l'animation de la petite enfance ou de la formation. Et nous avons eu bien évidemment un tas de salariés placés en activité de chômage partiel et nos activités suspendues. Et nous avions en même temps, suite à ce premier confinement, et dans le cadre du premier confinement, nous étions confrontés à l'arrivée du coronavirus. Faisait se poser des questions. En tout cas, on avait des salariés qui étaient inquiets quant à la reprise de leur activité professionnelle et le cadre dans lequel ils allaient reprendre leur activité professionnelle étant au contact du public, quel que soit le public de par nos natures d'activité. Et nous, sur le secteur de la formation, nous étions aussi confrontés, bien évidemment, à ce que l'activité formation soit suspendue, mais aussi à l'obligation au sens noble du terme, de digitalisation de nos offres de formation et donc d'accès à la formation à distance. Et donc,
nous avons imaginé de manière très rapide, je vais venir après, le fait de mettre en place des modules de formation totalement accessibles à distance, avec deux visées. Un premier module qui s'intitule Tous mobilisés contre le Covid, adoptons notre quotidien professionnel, qui est ni plus ni moins que donc qui est très interactif et qui a l'objectif de favoriser, de remettre en confiance et de remettre, et continuer d'ailleurs, remettre en confiance par l'acquisition de gestes, notamment les gestes barrières et autres, hein, les professionnels que nous avons dans notre fédération, donc en adaptant leur quotidien professionnel. Et le deuxième module que nous avons ciblé sur les secteurs d'activité que nous menons, qui s'appelle Tous mobilisés contre le Covid-19, accueillons le public, est bien spécifique à la manière dont on accueille le public, et en formation, et en petite enfance, et dans l'animation, avec de l'adaptation aussi là de contenu et de l'interactivité dans les contenus pour adapter non seulement les gestes professionnels, comme je l'ai dit au départ, globaux et de notre quotidien professionnel, mais spécifiquement quand on est en contact avec le public, quels gestes devons-nous adapter compte tenu de la pandémie auquel nous devons faire face. Et donc, nous avons déployé 2 modules de formation, je vous le disais, totalement accessibles à distance, pour que les salariés puissent les réaliser quand ils le veulent, sur n'importe quel support, et de manière totalement autonome, et qu'ils puissent faire ça au moment où ils le souhaitaient, sachant que nous avons ensuite procédé au fait qu'aujourd'hui, c'est rentré dans un processus d'accueil en fait systématique. C'est-à-dire que toute personne qui arrive chez nous passe par ce module de formation qui permet on va dire, de rassurer, en tout cas de donner des éléments de repère sur la manière d'adapter nos gestes professionnels dans ce contexte. Voilà, et ces modules ont également permis à travers, bien évidemment, ils ont aussi la faculté de pouvoir télécharger tout un tas de données et d'affiches qui peuvent être utiles au quotidien des professionnels qui œuvrent tous les jours au contact du public. Donc, on a, pour réaliser cette initiative, en fait, on a procédé en réunissant l'ensemble des directeurs, l'ensemble des directeurs de structure, identifier très vite une équipe projet, en associant des compétences dans différentes structures que nous avons, des gens qui étaient secouristes du travail, d'autres spécifiques de l'ingénierie pédagogique, d'autres spécifiques de la connaissance des publics et des gestes professionnels à adapter. Et cette équipe au projet a conçu, avec, et bien évidemment, j'ai oublié de le citer, un professionnel de l'ingénierie digitale, on a constitué une équipe au projet qui a permis ensuite de monter ces deux modules-là. Voilà, et puis dans le cadre de travail partenariaux et autres, nous avons, une fois que ces modules ont été réalisés et utilisés et suivis par bon nombre de salariés, dans le travail d'élargissement des publics, nous avons, dans le cadre d'un accord avec Exopé et le CINOFDES, permis et fait en sorte que les salariés, les structures adhérentes des 2 organisations professionnelles puissent également proposer le premier module qui est Tous mobilisés contre le Covid, adapter les gestes quotidiens à l'ensemble des salariés, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons globalement pu et toucher environ 7000 salariés sur l'adaptation de leur quotidien professionnel et de leurs gestes au contact du public par rapport au coronavirus et à la pandémie que nous traversons et que nous devons continuer avec laquelle nous devons continuer à lutter. Voilà. Peut-être juste dire, parce que ce sont des facteurs de réussite qui pour nous étaient très importants et qui ont été très importants dans l'analyse de ce que nous avons fait, que nous continuons, c'est qu'il nous a fallu, vous l'aurez, mais ça c'est la crise nous l'a obligé à agir évidemment et à réagir vite, mais surtout avec synergie, agilité. Ce qui nous a permis de faire ça, c'est vraiment qu'on a constitué une équipe projet multi
je vais dire, compétences internes en associant des expertises dans les domaines que j'ai cités et qui, pour nous, a été aussi, c'est très important, un facteur d'appartenance pour l'ensemble des salariés. Parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est rentrer dans le processus d'accueil de l'ensemble des salariés avec un accès à ces modules, donc un fort sentiment d'appartenance au réseau qui est le mouvement le réseau de la Fédération Léo Lagrange. Voilà, j'ai pas regardé mon timing, j'en suis désolée Mehdi, mais j'ai essayé d'être la plus rapide possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Janine, pour cette intervention. Je vais laisser maintenant la parole à Dania Bourki, directrice de la communication chez Inicité, qui a mis en place justement une initiative pour lutter contre la précarité numérique. Dania, Absolument. je te laisse la parole. Merci beaucoup, Mehdi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui et ravie de pouvoir vous présenter justement cette initiative Les Connectés. Alors, peut-être quelques éléments de présentation d'abord de moi-même. Je m'appelle Dania Boukri, donc je suis directrice communication opérationnelle d'Unicité. Et puis, plus précisément, bien sûr, sur Unicité. Donc, nous, on est l'association pionnière qui a créé le service civique en France en 1994, qui a permis de développer le dispositif tel qu'on le connaît aujourd'hui. On est une association qui est présente dans plus de 90 villes actuellement. On va bientôt être à 120 villes, 120 antennes partout en France. On a presque 500 salariés à présent et 10 000 volontaires qui sont mobilisés chaque année sur des missions de service civique très diverses, avec des thématiques qui ont toujours vraiment un lien avec les défis de notre société. Ça va être la lutte contre l'isolement des seniors, la protection de l'environnement, l'inclusion numérique, donc une des missions dont on va parler ici. Et pour celles qui ne connaîtraient pas forcément le service civique, c'est un dispositif qui permet à tous les jeunes de 16 à 25 ans de s'engager sur des missions d'intérêt général pendant 6 à 12 mois, sans aucune condition autre que la motivation. Donc vraiment un dispositif ouvert à toutes et tous, avec aussi une indemnité de 580 € par mois. Ce programme Les Connectés, on l'avait lancé à titre expérimental en 2018 avec le soutien du groupe AG2R La Mondiale pour renforcer justement l'autonomie numérique des personnes qui en sont vraiment exclues, en partant d'un constat que vous connaissez sûrement toutes et tous, c'est que 40% des Français aujourd'hui se déclarent en situation de grande difficulté avec le numérique et 40% des personnes en précarité sociale sont aussi en précarité numérique. Donc, les publics qu'on visait en priorité, c'était bien entendu les seniors, c'était les personnes plus éloignées aussi, comme par exemple les personnes réfugiées. Et là, c'est vrai que dans le contexte sanitaire qu'on a vécu, on a vraiment vu à quel point cette précarité numérique s'était renforcée, et notamment autour d'actions qui pouvaient sembler très simples pour certaines, certains, mais qui étaient vraiment rendues encore plus difficiles par la situation sanitaire. Donc, on a voulu développer vraiment considérablement ce programme Les Connectés, avec à la fois vraiment un angle beaucoup plus axé sur les besoins en termes de santé, et puis aussi surtout le lien social, le lien familial, qui pouvait être devenu vraiment une nécessité encore accrue pour toutes ces personnes plus éloignées du numérique. Quels ont été nos objectifs justement à ce sujet ? On a vraiment souhaité faciliter cet accès au numérique avec des ateliers très pédagogiques, aider à découvrir des équipements numériques, des services aussi numériques. Ça pouvait se traduire soit par un accompagnement individuel et personnalisé à domicile, parce que les jeunes en service civique ont eu cette possibilité, même pendant les périodes de confinement, de continuer les missions. Ça faisait partie justement des autorisations, puisqu'ils réalisaient des missions d'intérêt général. Et donc, on a pu continuer ces missions-là. On voulait aussi proposer un accompagnement qui soit vraiment personnalisé. Donc, comme je vous le disais, on avait ces ateliers individuels. On avait également des ateliers collectifs à distance, avec des ateliers en ligne qui étaient proposés. Et puis, on voulait aider les personnes à devenir de plus en plus autonomes dans leur démarche et dans leur lien avec l'extérieur. Dans la première partie vraiment de la crise Covid, on était, pour le coup, tout le monde était confiné, donc on n'avait pas la possibilité, nos volontaires n'ont pas eu la possibilité d'aller sur le terrain voir les personnes. Et ils avaient réalisé des outils complémentaires. On avait noté quelques exemples. À Strasbourg, par exemple, les volontaires ont réalisé une gazette numérique qu'ils ont envoyée aux EHPAD et aux centres socioculturels. Ou dans le Cantal, ils ont créé des tutoriaux, donc eux-mêmes les ont réalisés à destination des personnes qui étaient accompagnées à travers ce programme. Le bilan qu'on a pu en tirer de toute cette expérience qu'on a pu avoir pendant cette crise sanitaire
et ses suites, bien sûr, c'est vraiment un effet très positif. On a eu 91% des seniors qui ont été accompagnés, qui ont affirmé avoir approfondi ou découvert de nouvelles connaissances et compétences dans le numérique. Et on a 2 bénéficiaires sur droit qui disaient vraiment moins appréhender d'utiliser Internet, outils numériques. Et c'était vraiment un double effet à la fois d'apprentissage, mais aussi de lien social qui était généré par ce lien avec des volontaires, avec des jeunes qui apprenaient de manière aussi très ludique comment utiliser ces outils, qui sont devenus essentiels au quotidien, ne serait-ce que pour prendre un rendez-vous pour la vaccination, pour effectivement contacter les familles. Donc voilà, c'était vraiment pour nous très important. Et le programme, du coup, se pérennisera. Donc maintenant, on a effectivement ces 500 volontaires dans 42 territoires, ce qui est très bien, et on veut encore le développer, bien sûr, c'est un énorme objectif. Ça a démontré vraiment toute sa pertinence dans cette période et l'après. Et puis, ça a aussi beaucoup plu aux volontaires en service civique qui se sont sentis vraiment utiles, qui ont aussi appris eux-mêmes à créer des nouveaux outils qui soient vraiment utiles. Donc, ça leur a permis aussi de développer de l'autonomie, de la créativité, de renforcer vraiment ce lien social qu'il pouvait y avoir avec les personnes accompagnées, et puis de développer aussi des nouvelles idées en termes d'accompagnement. Donc voilà, un bilan très, très positif, un programme qui a énormément plu et qui a été très sollicité cette année par les jeunes qu'on reçoit dans notre nouvelle promotion justement pour cette année, avec un programme qui prend tout son sens, à la fois parce qu'il a une mission, vraiment un objectif très, très important de lutte contre l'exclusion, mais aussi parce qu'il y a tout un travail, le partage, la création d'un lien social et l'accompagnement de ceux qui sont le plus isolés. Voilà, c'est tout bon pour moi. Mehdi, je te repasse la parole. Merci beaucoup, Dania, pour ce beau témoignage. Je vais maintenant laisser la parole à Lou-Anne Roux, secrétaire générale en charge de la coordination du pôle innovation sociale pour l'association ARES, qui a développé une initiative pour prévenir les risques de décrochage universitaire. Donc, Lou-Anne, si tu veux prendre la parole pour témoigner de cette initiative. Oui, bonjour à toutes et à tous. Du coup, je me présente Louane Roux et comme Mehdi a pu le dire, je suis la secrétaire générale de l'ARES. Donc l'ARES, qu'est-ce que c'est? C'est la Fédération nationale des associations représentatives des étudiants en sciences sociales qui donc a pour objectif de lutter pour l'amélioration des conditions d'études et de vie des étudiants en droit, économie, gestion, AES, IAE et sciences politiques. Et du coup, dans cette optique, on a pu mettre en place l'année dernière un projet qui s'appelle Confinares et dont j'ai été du coup à l'initiative. C'est un projet qui est né de manière très réactionnaire pendant notre semaine de changement de bureau et de passation, car c'est également la semaine pendant laquelle Monsieur le Président a annoncé le second confinement, ce qui nous a tous véritablement choqués, parce qu'on avait eu l'expérience du premier confinement qui nous avait déjà pris les déboires des conséquences de l'isolement chez les jeunes et notamment chez les étudiants, parce que c'est une population qui est bien plus fragile qu'elle en a l'air, et malheureusement ça a été mis sur le devant de la scène médiatique pendant l'année dernière pour les raisons de précarité alimentaire notamment. Et on est parti d'un constat assez simple, parce qu'on était nous-mêmes dans cette situation, tout comme les étudiants qu'on tendait à aider, c'est qu'on est en situation d'apprenant et que nos piliers à l'époque, c'était les murs de l'université, le contact avec les pairs et avec nos professeurs. Néanmoins, ce sont d'autres murs qui se sont dressés face à nous pendant 3 mois pendant le premier confinement, ce qui a causé beaucoup de mal-être social au sein de cette population, mais également un décrochage universitaire massif, malheureusement. C'est pourquoi il nous est apparu urgent de proposer à nos étudiants un dispositif d'entraide intergénérationnelle autour notamment du système de tutorat. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, c'est un système d'accompagnement par les pairs, donc d'étudiants à étudiants, au travers notamment d'accompagnement pédagogique et universitaire, de méthodologie, de réflexion universitaire, etc. Néanmoins, nous ne voulions pas nous limiter uniquement à l'aspect pédagogique et nous avons donc implémenté au projet 3 autres facettes, notamment des foires aux questions sur le fonctionnement de l'université, domaine qui a beaucoup plu, qui
été du coup des doyens d'université qui répondaient à des questions des étudiants sur comment est-ce qu'eux, ils géraient la situation sanitaire dans le fonctionnement de l'université. On a également pu réaliser des conférences de défense des droits assez ludiques sous la forme de jeux de rôle, grandeur nature, où chaque choix de l'étudiant le conduisait vers une nouvelle situation qui faisait qu'il devait trouver comment pouvoir défendre ses droits vis-à-vis de cette situation-là, mais également tout un aspect orientation et insertion professionnelle afin que les étudiants puissent à nouveau se projeter vers l'avenir et pas uniquement rester sur le temps actuel, ce qui a posé beaucoup de problèmes, notamment de santé mentale, des jeunes qui n'arrivaient juste plus à se projeter dans le temps. Du coup, on a eu l'intervention de professionnels qui sont venus pendant ces conférences pour répondre aux questions des étudiants, mais également des temps dédiés aux lycéens pour que des étudiants, c'est-à-dire nous ou d'autres personnes de notre réseau, puissent échanger avec les lycéens autour des différentes filières dans lesquelles nous, on était compétents pour animer ces conférences-là. Du coup, c'est un projet qui a quand même duré 2 semaines où on a eu tous les jours une conférence, voire 2 conférences pour certains jours. C'était un très très gros projet qui nous a demandé la mobilisation d'une trentaine, même voire d'une quarantaine d'intervenants, dont du coup des doyens de faculté comme j'ai pu le mentionner tout à l'heure, mais également des professionnels du droit, de l'économie, de la gestion pour intervenir sur les conférences d'orientation, des cadres de fédérations territoriales étudiantes, mais également du coup l'entièreté du bureau national de notre fédération qui a été mobilisée là-dessus. On a réalisé un plan de communication assez massif en vue de toucher un maximum d'étudiants, car c'est toujours difficile en visioconférence de toucher les différentes populations étudiantes sur tout le territoire. Et pour le coup, les universités ont vraiment joué le jeu et ont relayé nos mails vraiment un maximum. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu un bilan très positif en termes de participation. On a pu toucher des étudiants sur l'entièreté des universités, mais également des lycéens, des conseillers d'orientation. On a eu un public très hétérogène pour le coup, avec des personnes qui venaient d'un peu partout. Donc c'était ça aussi qui était intéressant et qu'on n'avait pas nécessairement envisagé de prime abord. Et ce projet-là, il a eu une ampleur démesurée par rapport à ce qu'on avait prévu de base, parce qu'on a vraiment eu énormément de vues sur nos différentes vidéos qui ont été en direct et qui ont été repostées juste après. On en a eu certaines qui ont fait des dizaines et des dizaines de milliers de vues, de milliers de vues. On a eu au niveau du tutorat, donc qui était l'accompagnement pédagogique, plus de 200 inscrits, donc c'est quand même énorme pour un dispositif qui est né pendant la crise du Covid. Donc vraiment, on a été assez bluffés et ça nous a fait du coup prendre beaucoup de recul par rapport à cet engouement et à se poser les bonnes questions de pourquoi il y avait eu un tel engouement autour de ce projet-là, alors qu'en période de présentiel, un projet en visio pour des étudiants, on sait que ça n'aurait pas nécessairement marché. C'est notamment parce que les étudiants, pendant cette période, ils avaient vraiment besoin de contact humain, même que ce soit au travers de leurs ordinateurs. Ça leur a fait du bien et on a eu beaucoup de retours de leur part. Ils nous ont beaucoup remercié pour tout ce qu'on avait pu faire pendant ces 2 semaines-là. Donc bien entendu, ça c'est un projet qui ne pourra pas qui n'est pas voué à se reconduire sous cette forme-là pour les étudiants, parce que le présentiel est revenu et ce dont ils ont besoin maintenant, c'est d'actions de terrain qui sont réalisées directement par leurs associations étudiantes qui du coup font partie de notre réseau. Donc nous, maintenant, avec le recul qu'on a pu en prendre et le bilan qu'on a pu en faire, c'est qu'il faut continuer de réaliser des modules et des dispositifs d'accompagnement pédagogique et personnalisés pour les étudiants, mais en implémentant beaucoup plus ces actions de terrain, en formant nos associations à en réaliser sur leurs différentes universités, mais également à faire directement du service à l'étudiant en nous déplaçant sur les différents territoires pour réaliser des projets d'éducation populaire ou juste d'accompagnement de toutes sortes. Néanmoins, la RES a quand même voulu prendre une part de ce projet pour assurer quand même une continuité. Et c'est notamment le cas avec le projet SOS Examen, qui est un projet visant à permettre aux étudiants d'avoir un interlocuteur pour justement
qu'ils puissent les accompagner pendant leur révision pour leurs examens en cas de problème de compréhension ou autre vis-à-vis de telle ou telle notion. Mais du coup, on a considéré quand même que c'était plus le rôle des associations territoriales qui connaissent très bien la situation des territoires et des étudiants de réaliser ce genre de module et ce genre de maquette. Et du coup, maintenant, on part plutôt dans une optique d'accompagnement et d'impulsion au travers de nos associations de modules tels qu'on a pu le faire pendant le confinement. Et voilà, je crois que j'ai fini. Je vous remercie pour votre attention et puis Merci beaucoup, Louane, pour cette intervention et merci à vous quatre pour vos différents témoignages qui illustrent le rôle des associations durant la crise sanitaire et finalement la diversité, la richesse des actions développées à l'occasion de cette même période. On va peut-être passer, on va prendre rapidement 1 ou 2 minutes s'il y a quelques questions, parce que je vois que le temps avance assez rapidement. Marion, je ne sais pas s'il y a quelques questions dans le chat ou s'il n'y en a pas encore, n'hésitez pas à poser vos questions maintenant. On peut se laisser un tout petit temps pour y répondre et revenir sur les différentes initiatives. Moi, il n'y a pas de question pour l'instant, mais je pense que c'est toujours le plus difficile de poser la première. Peut-être j'aurais une question au niveau de l'URAGE, parce qu'on voit bien au niveau de l'action d'unicité de Léo Lagrange et de la Fédération ARES comment l'initiative qui est née dans le cadre de la crise sanitaire a été intégrée ensuite un peu dans l'activité quotidienne de la structure ensuite. Je voulais savoir au niveau de l'URAGE, parce que vous avez peut-être moins insisté sur cet aspect-là, en quoi cette initiative qui était ponctuelle dans le cadre d'un appel à projet a pu changer un petit peu vos modalités de fonctionnement. Oui, alors comme je vous le disais, les résidences possèdent des équipes socio-éducatives qui sont là pour accompagner les jeunes sur diverses thématiques. Donc l'accès à la santé par l'alimentation était déjà une thématique qui était mise en œuvre dans les résidences Habitat Jeunes. Là, la vraie différence pendant la crise sanitaire, c'est comment accéder à des produits de première nécessité, comment faire ses courses. Et donc, effectivement, cet appel à projet a permis de répondre à l'urgence. Je dirais que ce qui perdure peut-être aujourd'hui, c'est les épiceries solidaires qui se sont développées dans les résidences Habitat Jeunes, qui permettent de continuer à travailler sur l'accès à l'alimentation et de permettre aux jeunes les plus précaires de pouvoir toujours bénéficier de produits alimentaires diversifiés et des produits qui permettent d'avoir une alimentation équilibrée. Merci. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, au pire, s'il y a des questions qui viennent, on fera un pack Voilà. ensuite. Voilà. Ça. Alors, merci à vous quatre pour ces témoignages. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de ce webinaire. On va vous présenter finalement la seconde édition des Valdec, prix du mouvement associatif. Alors, pour rappel, on est seconde édition parce qu'il y a une première édition qui a été lancée en 2018. Et à ce titre, on réitère la démarche aujourd'hui avec une seconde édition qui est officialisée avec le lancement de l'appel à candidature à destination des acteurs associatifs. Alors, les Valdec, prix du mouvement associatif, les Valdec, c'est quoi? Donc, les Valdec, c'est un prix qui vise à soutenir des démarches originales mises en place par les acteurs associatifs au niveau interne. Et je dis bien interne, ce sera plus imagé quand je reviendrai sur les différentes catégories, mais gardez bien à l'esprit cette dimension interne aux démarches mises en œuvre et autour de 4 thématiques. La première, c'est la question de l'emploi. Il y a aussi la question de l'engagement, donc avec cette dimension du bénévolat, la question des coopérations plurielles et la question des pratiques numériques. Ce prix, il a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de repérer, de valoriser des démarches inspirantes, donc des bonnes pratiques mises en œuvre par les acteurs associatifs en interne et qui sont finalement des démarches d'amélioration continue et qui visent à être essaimées au monde associatif. Et il y a aussi l'idée de récompenser finalement ces pratiques inspirantes via
au travers de ce prix, pour les différents lauréats, une dotation financière de 5 000 €, une valorisation médiatique de leur action, ainsi qu'un abonnement d'une durée d'1 an au magazine Juris Association. Donc voilà, c'est bien l'idée de valoriser ces pratiques, mais aussi de pouvoir les faire connaître pour les essaimer dans le tissu associatif, et bien entendu aussi avec l'idée de finalement récompenser les différents lauréats des différentes catégories. Donc maintenant, je vais passer à la présentation des différentes catégories qui font écho justement à 4 thématiques et pour lesquelles les acteurs associatifs peuvent remplir le dossier de candidature et présenter leurs pratiques, sachant que j'y reviendrai peut-être sur les modalités après, mais un dossier de candidature fait référence donc à une pratique, et donc cette pratique peut faire référence uniquement à une des catégories, mais j'y reviendrai. Donc, on a une première catégorie emploi. Donc, la catégorie emploi, c'est tout ce qui touche aux conditions, au bien-être de tous les salariés dans la structure, mais aussi à l'inclusion professionnelle. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on entend derrière inclusion professionnelle et bien-être des salariés? C'est toutes les pratiques mises en œuvre en interne par les acteurs associatifs, des pratiques inspirantes, innovantes, qui visent à améliorer les conditions de travail, la qualité de l'emploi, ou encore prévenir les situations de discrimination des salariés au sein de l'association employeuse. Donc, très concrètement, ces pratiques, elles peuvent prendre la forme de modalités innovantes en matière de gouvernance, d'implication du salarié dans la vie de l'organisation et donc dans sa gouvernance, les conditions d'emploi et de travail au sein de la structure, le développement des compétences des salariés et tout ce qui touche aux dispositifs qui visent à tendre vers l'égalité, l'inclusion professionnelle, etc., etc. Donc, voilà un peu le cadrage de cette catégorie qui s'adresse du coup, bien entendu, aux associations employeuses, c'est-à-dire que l'association qui souhaite candidater sur cette catégorie devra avoir à minima un salarié dans sa structure. Et j'en profite pour vous dire qu'on vous a indiqué des mots-clés en dessous. C'est juste voilà, des mots qui peuvent permettre aussi de nourrir la rédaction de votre dossier de candidature et qui cadrent aussi la catégorie. On a une deuxième catégorie qui est finalement la catégorie engagement, donc qui fait écho aux dynamiques et à la dimension bénévole. Donc, c'est toutes les pratiques qui visent à encourager, accompagner et renouveler l'engagement bénévole dans toutes ces dimensions. Donc, ici, il s'agit de valoriser des pratiques internes, inspirantes, qui sont liées au soutien et au renforcement des dynamiques bénévoles au sein de l'association. Donc, ça peut être lié à des pratiques qui visent à renforcer l'implication des bénévoles dans la gouvernance, qui visent à tendre vers plus de diversité, d'intergénérationnel, de parité, de mixité dans le bénévolat au sein de l'association. Ça peut concerner aussi les modalités d'implication des bénévoles dans le projet associatif et, comme je l'ai dit, dans sa gouvernance, mais ça peut toucher aussi aux modalités de recrutement, d'accueil, penser le parcours d'intégration des bénévoles au sein de l'association, l'animation des bénévoles au sein de la structure et aussi la formation et la montée en compétences des bénévoles au sein de l'association. Donc, voilà un peu cette catégorie qui finalement tourne autour du bénévolat et donc des pratiques inspirantes qui visent à renforcer les dynamiques et l'engagement bénévole dans toutes ces dimensions au sein de l'association. On a une troisième catégorie qui est un peu plus transversale, qui est la catégorie pratique numérique. Et là, l'objectif, c'est de valoriser des stratégies numériques globales et cohérentes au service du projet associatif. Donc là, l'idée, c'est de valoriser des stratégies, mais globales. Il ne s'agit pas de partir sur un outil ou autre, mais bien de valoriser des stratégies qui ont été mises en œuvre par les associations pour faire levier pour son projet associatif et qui répondent justement à certains enjeux de fonctionnement interne de l'association. Exemple, des enjeux de gouvernance, d'animation de réseau ou encore de circulation de l'information. Peut-être pour y voir plus clair, je peux vous présenter très rapidement la pratique qui avait été lauréate à l'occasion de la première édition des Valdex. C'était une association qui se nommait Zelidja et qui attribuait des bourses étudiantes aux étudiants sur les différents territoires et qui avait un très lourd process vu que c'était en physique et tout était matériel. Les dossiers de candidature étaient matériels et donc les dossiers étaient centralisés puis après renvoyés aux différents jurys. Enfin, voilà, il y avait un énorme process et donc du coup, ils ont pensé une stratégie numérique globale
pour faire levier pour leur projet associatif, avec un volet dématérialisé qui permettait à la fois d'élargir les candidatures aux différents étudiants, d'avoir une communication plus efficace, mais aussi des échanges et un système d'information plus efficient entre les différents jurys et le seul salarié de l'association. Donc, voilà un petit peu un exemple de stratégie globale et cohérente au service du projet associatif et qui peut être valorisée dans le cadre de la catégorie pratique numérique. On a une dernière catégorie qui est la catégorie coopération plurielle. Et là, pour le coup, on a mis l'idée de pluriel parce que c'est à la fois l'idée, c'est toutes les pratiques qui visent, toutes les bonnes pratiques inspirantes qui visent tant à mobiliser l'écosystème, donc les parties prenantes internes de l'association, mais finalement aussi toutes les parties prenantes externes, c'est-à-dire tous les partenaires de l'association. Donc, ça peut être à la fois des pratiques qui visent à mobiliser les parties prenantes de l'association, donc bénévoles, volontaires, salariés, etc., au travers de modalités et de démarches innovantes de travail, d'animation et ou de concertation pour les impliquer davantage dans le projet associatif ou de les mobiliser de nouvelles façons. Et on a aussi l'autre aspect avec l'écosystème de l'association, donc ses partenaires associatifs, institutionnels, économiques, etc., et qui vise à renforcer les coopérations au service du projet associatif de l'association. Et donc, ces pratiques, elles peuvent s'exprimer de plusieurs manières, à savoir au travers d'un développement d'un projet collectif, la création d'espaces de dialogue interstructure, formels ou non, ou encore jusqu'à quelque chose de très formel, comme la création d'un groupement permettant une démarche innovante et de mettre autour de la table les différentes parties prenantes externes de l'association. Donc voilà, on a 4 catégories emploi qui s'adressent aux associations employeuses, une catégorie engagement autour de la dimension bénévole, une catégorie pratique numérique, donc tout ce qui vise à toutes les pratiques qui visent à penser une stratégie globale et cohérente au service de son projet associatif pour faire levier. Et enfin, la catégorie coopération plurielle, donc toutes les pratiques inspirantes qui visent à mobiliser l'écosystème de l'association tant interne que externe. Donc, qui peut candidater à ce prix? C'est toutes les associations autonomes à but non lucratif et qui œuvrent pour l'intérêt général et dont le siège social est situé en France. Avec la petite spécificité, comme je viens de le rappeler, pour la catégorie emploi. Donc, c'est toutes les associations candidates devront bien entendu, pour cette catégorie, posséder au moins un salarié au moment du dépôt de leur dossier. Il est possible de candidater sur plusieurs catégories, mais comme vous en doutez, chacune des candidatures devra faire l'objet d'un dossier distinct et d'une pratique distincte forcément qui répond à la catégorie identifiée. Cette deuxième édition, on a également ajouté un prix coup de cœur, donc un prix coup de cœur de la participation citoyenne. Donc, l'idée de ce prix coup de cœur, c'est l'idée de se dire maintenant, pour les Valdeck, au-delà des 4 catégories de socle, on a un prix coup de cœur qui fait écho tant à des enjeux problématiques du monde associatif, mais aussi à des enjeux de société, et de voir comment ces enjeux sont intégrés et pensés par le monde associatif. Donc, pour cette deuxième édition, on a mis en avant la question de la participation citoyenne, avec l'idée de se dire qu'on va mettre une loupe dans les différents dossiers de candidature des différents lauréats, des différents candidats. On va mettre une loupe sur finalement l'implication du public de l'association, donc adhérents, bénéficiaires, etc., et plus largement des citoyens dans le développement et la mise en œuvre de la pratique. Donc, la sélection de ce prix coup de cœur, elle se basera sur les candidatures reçues dans les 4 catégories. Ce n'est pas une catégorie ad hoc supplémentaire, mais c'est bien l'idée de récompenser une des pratiques des différentes catégories en mettant une loupe sur la question de l'implication du public de l'association et plus largement des citoyens dans le développement et la mise en œuvre de la pratique. Donc, voilà pour ce prix coup de cœur. Peut-être vous donner quelques éléments concernant le rétro-planning des Valdeck avant de passer au temps de questions-réponses. Donc, on lance aujourd'hui, on ouvre l'appel à candidature. Donc, comme je l'ai évoqué en début de webinaire, on a un petit souci sur le site internet. Donc, le dossier de candidature devrait être actualisé au plus tard demain, sinon dans la soirée. Et de toute façon, on reviendra vers vous dès demain avec un mail vous récapitulant toutes les informations et avec les liens à jour.
Donc là, on lance dès aujourd'hui l'appel à candidature et on le clôturera le 16 février 2022 avec, en mars à avril, la mobilisation des différents jurys, l'identification des lauréats pour les 4 catégories, pour le prix coup de cœur, et enfin un atterrissage en mai avec un événement dédié à la seconde édition, avec des ateliers, un speed meeting à destination des associations candidates, mais aussi de toutes les associations intéressées pour venir participer à ces différents temps. Et puis en début de soirée, une cérémonie de remise des prix où on fera découvrir les différents lauréats des différentes catégories. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette seconde édition des Valdec. Alors peut-être pour redire au niveau des supports et de la diffusion, donc Oui. la vidéo du webinaire et le support vont être transmis, et comme vient de le dire Mehdi, on vous transmettra rapidement les éléments pour constituer le dossier de candidature, mais pas d'inquiétude en tout cas, puisque l'appel à candidature est ouvert jusqu'au 16 février, on est le 16 novembre. Donc voilà, il y a eu un petit chevauchement technique, mais qui ne devrait pas handicaper les candidatures. Il y a une question aussi sur le fait que le concours soit ouvert aux associations des Outre-mer, bien entendu, puisque c'est ouvert à toute association française, donc les Outre-mer sont bien entendu inclus. Ensuite, il y a une question sur les projets présentés, doivent-ils être finalisés ou peuvent-ils être en cours? Alors, sur cette question, il me semble qu'on a indiqué, Mehdi, je parle sous tout contrôle, que l'action doit être lancée depuis au moins 3 mois, me Exactement. semble-t-il. Après, c'est sûr, enfin, la réponse est pas tout à fait nette, c'est qu'il faut quand même qu'on puisse avoir un certain nombre de résultats pour cette action. C'est-à-dire que si l'action en est vraiment à son lancement, ça nous sera difficile de pouvoir en voir les premiers effets. Mais si le projet n'est pas finalisé, ça, ce n'est pas un problème. Mais en tout cas, on doit pouvoir avoir quelques éléments pour pouvoir nous faire une idée en fait, de l'action et des effets qu'elle peut avoir. Voilà. Donc, sachez que s'il n'y a pas d'autres questions, donc on vous transmettra toutes les informations dès demain. Le site sera actualisé dès demain avec une page dédiée au Valdec sur la page centrale du site internet. Et pour toute question, pour compléter votre dossier de candidature ou pour toute interrogation sur cette seconde édition, n'hésitez pas, mais ça, on vous le réindiquera également par mail et ce sera présent dans les différents documents associés à la seconde édition, à nous adresser un message à l'adresse lesvaldec@lemouvementassociatif.org pour qu'on puisse vous éclairer sur différentes modalités associées à cette seconde édition. Il y a une dernière question sur les catégories, en fait. Oui. Donc, effectivement, il y a, la question est pour chaque catégorie, il n'y a qu'un projet retenu. Oui, effectivement. Pour chacune des catégories, il y a une action qui est retenue. Après, dans la valorisation qu'on fera des initiatives qui nous auront été remontées, on réalisera un guide qui en valorisera plus, puisqu'on se dit que d'avoir une telle diversité d'actions, ça serait dommage de s'arrêter à une. Donc, vous pourrez consulter déjà le guide de la première édition des Valdec, qui vous donnera une idée de comment les choses ont été réalisées. Et c'est un peu le même esprit aussi que le guide d'initiative qu'on vous a présenté en première partie de ce guide. Ah, ça y est, les questions arrivent là. Il y a une question sur qui compose le jury des prix. Alors, sur les différents jurys, il s'agit à la fois d'experts thématiques sur les différents sujets, globalement, et puis aussi des partenaires du prix. Donc, globalement, en fait, des gens qui sont en lien avec la thématique de la catégorie, tout simplement. Et donc, des acteurs, des partenaires de la vie associative, essentiellement. Et les soutiens financiers au prix. Exactement. Voilà. Mais
il n'y a pas directement, en tout cas, ça a été un choix en fait d'avoir des experts du sujet et pas forcément des membres directs du mouvement associatif. Donc d'avoir quelque chose d'autonome. Quel est le montant de la récompense financière? On ne l'a pas dit. Il y a 4 dotations de 5 000 €. 5 000 € par catégorie, plus Le prix coup de cœur. le prix coup de cœur. Sachant que c'est on a souhaité le mettre en place pour pouvoir valoriser aussi l'action, même si elle a été réalisée, mais pour pouvoir soutenir symboliquement, du moins. Alors, j'ai une autre question sur valoriserez-vous d'autres initiatives, même si elles n'ont pas eu le prix. Je crois que j'ai répondu à la question. En fait, on les valorisera via le guide. Et notre but aussi, à travers les Valdeck, c'est de pouvoir utiliser ces initiatives pour pouvoir les valoriser dans le cadre des différentes actions qui sont réalisées par le mouvement associatif. Comme pour le guide sur la crise sanitaire et les initiatives mises en place, notre but, c'est aussi de pouvoir les diffuser, de les présenter autant qu'on puisse le faire. Les Valdeck a aussi un objectif pour le mouvement associatif et c'est pour ça que en faisant acte de candidature, même si vous n'avez pas le prix à la fin, vous nous permettez aussi de pouvoir valoriser et mettre en lumière des initiatives auprès de tous nos interlocuteurs qui nous interrogent sur les questions de vie associative. Comme ça, on peut incarner plus facilement ce qui se fait sur l'ensemble des territoires. C'est aussi un objet fort et important pour nous au niveau du mouvement associatif. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Marion? Je n'en vois pas. D'accord. Bon, écoutez, il est 17 h pile, c'est parfait. On a respecté cette heure de présentation à la fois du recueil et des Valdeck. Sachez que si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous à l'adresse indiquée. On vous transmet dès demain l'ensemble des modalités. On communiquera également via nos différents canaux sur les Valdeck, régulièrement sur la seconde édition des Valdeck, mais également sur le recueil. Et puis, d'ici là, je vous souhaite à toutes et tous une belle soirée et à très vite à l'occasion de cette seconde édition des Valdeck. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. au revoir.